Salam alaikum. On va faire un test. Je pense que en train ça marche. Allô? Oui, on est là. Salam alaikum. Je pense que en train ça marche. Ah, t'es good. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما قلنا عربا إن شاء الله. C'était pas préparé cette conférence-là, webinaire, d'une durée de 60 minutes, avec feedback pour 15 minutes de questions. Peut-être plus, peut-être moins. Le but, c'est que depuis 3 ans qu'on est en train de suivre les élites algériennes, les élites de notre nation. Et avec la discussion avec nos collègues, et je tutoyais pas mal d'entraîneurs algériens, à tous les niveaux. Et avec les jeunes entraîneurs aussi diplômés qui parlent beaucoup sur la formation, ils m'ont encouragé à faire quelque chose qui passe sur la formation jeune entraîneur, formation jeune joueur, ou comme il l'appelle ici au Canada, c'est l'introduction à la compétition. C'est une façon scientifique et sécuritaire pour former un athlète. Le coach, tu es le premier responsable. Tu es le premier responsable pour une formation des athlètes pour qu'ils puissent arriver à un certain niveau avec un bagage technique, tactique, qui se permettent de bien présenter à la nation. C'est important que le coach soit responsable et soit opponent et a la capacité de s'adapter à toute situation, à tout événement, sans oublier d'avoir un bagage scientifique qui se permet d'avancer et participer à la formation de l'entraîneur, plutôt des athlètes qui vont être entre ses mains. Vous êtes le premier responsable. Et ça entre dans l'éthique sportive. Si vous n'avez pas la conviction, le moral d'être un entraîneur, sa première tâche, de former les athlètes à un certain niveau, c'est mieux de ne pas prendre sa responsabilité. Il y a des entraîneurs qui m'ont écrit, mais j'ai répondu, excusez, j'ai répondu. Tu es un coach, il faut avoir une adaptation, tu vois, une responsabilité, une cohésion, une vision
Et puis, tu as les moyens, les outils pour suivre ce qui se passe dans le monde. Ok. L'entraîneur, l'entraîneur, c'est lui le premier repère pour un joueur sautant en jeune catégorie. Il est préférable qu'on met des entraîneurs de grande expérience, un bon bagage, qui commencent à la formation des jeunes joueurs. À certaines époques, ici, ils disent pour une formation de jeunes joueurs, ça prend 10 heures, 10 000 heures. Mais 10 000 heures inclut les activités extérieures sportives qu'il fait, toute activité. C'est pas que le handball, c'est pas que le sport spécialisé. Peut-être le soccer, peut-être le volley, tous les entraînements. Euh, mais ça a changé. Aujourd'hui, je vais essayer de donner une image, ou donner vraiment une expertise par rapport aux 3 ans que je passais sur l'analyse vidéo en live et les formations jeunes athlètes ici au Québec et au début en Algérie, que j'étais comme vous, et, comme les jeunes entraîneurs, aveuglés par le résultat en début et puis avec des formations avancées. Et plus de responsabilités, j'ai compris que il faut vraiment faire des formations scientifiques et technologiques pour essayer aider l'athlète à arriver à un certain niveau. Tu es le premier responsable de sa santé, de sa sécurité et de son amélioration. Sans oublier que le plaisir à jouer et puis être dans un groupe qu'il peut épanouir et puis donner le maximum de ses capacités. En culture algérienne, on peut dire que vous êtes le deuxième père ou le frère, le grand frère. Avec un certain limite de responsabilité qui sort pas du foot ou du sport en général ou du handball. Voilà le premier critère que je mets en avant, c'est que la compétition, c'est un outil de formation. Est-ce qu'on utilise ça? Est-ce qu'on est prêt de faire ça? Parce que en jeune catégorie, si vous cherchez le résultat, vous brûlez pas mal d'étapes de formation de jeunes. Certes, vous allez améliorer votre CV comme entraîneur. Certes, vous allez faire l'éclat pour 1 année ou 2 ans. Et après, le joueur, à un certain niveau, il va être limité ou il va pas avoir une place dans un groupe de joueurs qui est en train de performer et suivre la formation et suivre la performance. Le développement avant le résultat, c'est que est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on est capable de est-ce qu'on est capable de est-ce qu'on est capable d'être responsable comme c'est comme entraîneur, ok? Oui, c'est bon d'avoir un résultat, mais un résultat de développement technique avant le résultat de chercher le titre. Le rôle éducatif sécuritaire de l'entraîneur que je viens de parler, parmi le rôle éducatif et sécuritaire de l'entraîneur, si tu as beaucoup de blessés dans une catégorie, on peut dire minime ou benjamin de l'équipe catégorie dans notre pays en Algérie ou ici au Canada qui inverse le catégorie minime avant le benjamin. Comme entraîneur, si tu as beaucoup de blessés au niveau de formation, il faut poser la question. Comme entraîneur, si tu commences la saison avec 20 joueurs et puis tu termines avec 10, il faut poser la question. Tu es un rassembleur, tu es un éducateur et tu as des formations spécialisées pour donner le meilleur toi-même pour ces athlètes-là. La façon de gérer un athlète ou gérer un groupe, c'est une éthique sportive qui ne tolère pas au niveau de formation. Dans les grandes nations du sport, l'entraîneur peut être sanctionné 2-3 ans
peut-être radie du sport, ou il refait la formation s'il voit qu'il est limité. Le temps de jeu équitable et plaisir. En formation, c'est ça. Il n'y a pas à jouer pour gagner. Il faut vraiment avoir le temps de jeu équitable pour le plaisir de jouer. C'est que tout le monde joue et tout le monde prend du plaisir et tout le monde s'exprime sur le terrain. Et ça, on appelle réaliser un projet de jeu d'un joueur ou un projet sportif d'une équipe. Mais la plupart du temps, c'est projet de jeu d'un joueur qui se permettent de les bien former. Ce dernier ligne, elle est reliée à respect qualité athlétique par rapport à l'âge, qualité technique et physique et motricité et mentale par rapport à l'âge. C'est important qu'un coach, il sait ce qu'il fait. Il a une planification, il a une transparence de travail, il a une façon de faire scientifique qui permet que l'athlète avance, et puis il a les outils pour évoluer ses athlètes. J'ai parlé pas mal de coachs élites que je voyais en Algérie, même ici, je voyais que la culture de transparence, on n'a pas dans notre méthode de travail. La culture de transparence, ça veut dire que, par exemple, moi je suis dans l'équipe nationale, par exemple, ou régionale. Régional, j'ai un athlète qui va entrer dans un stage d'entraîneur, équipe nationale élite, premier stage, et puis j'ai aucune information sur cet athlète-là. J'ai vu jouer des matchs, 2-3 matchs, mais est-ce que j'ai des rapports d'évaluation physique, technique? Est-ce que j'ai des analyses vidéo de performance de cet athlète-là? Est-ce que j'ai un suivi de santé physique et médicale de l'athlète aussi? Parce qu'un entraîneur, il a un programme intensif, travail intensif, peut-être il a un programme de préparation physique spécialisé, spécifique au handball, mais l'athlète n'est pas prêt. Peut-être l'athlète a commencé en retard la saison. Peut-être l'athlète il a une blessure, mais l'entraîneur n'a pas dit parce qu'il veut que le joueur ait une personnelle. Et à la fin de compte, on aura des athlètes qui se blessent au niveau des équipes nationales algériennes ou des équipes nationales d'autres nations. Surtout, je parle ce qui se passe en notre niveau. Après, c'est pas la faute du sélectionneur, c'est la faute de toute une organisation. Si le club il fonctionne pas avec des planifications, avec un DTS sportif, avec des évaluations technologiques, techniques, médicales, le sélectionneur il n'a rien. Après, c'est vraiment la question-réponse et l'évaluation avec des questionnements pour se permettre d'avoir un certain idée sur le niveau de l'athlète. Ça, c'est l'athlète s'il va dire la vérité, parce qu'il veut jouer aux équipes nationales, surtout en jeunes, en cadet et tout ça. Si on a, par exemple, en sélection régionale, on est national 6 blessés dans une préparation, un camp d'entraînement élite, il faut poser la question. Il faut poser la question parce que c'est toute une organisation qui est responsable. Et puis l'athlète, il est blessé, puis s'il aura un problème de blessure, puis une chirurgie, c'est sûr, cette blessure, elle va suivre toute sa carrière, et puis elle va affecter sa carrière sportive aussi. Le respect qualité athlétique, c'est important de mentionner ça. Il faut que les entraîneurs sachent ça. Il faut avoir une planification sur une saison. Vous allez tous me dire que voilà, la fédération, les dates changent, tout ça. Tu es un entraîneur, il faut que tu t'adaptes. Il faut que tu t'adaptes. Je sais, il y a pas un service, il y a positif à 100%, il n'y a pas une organisation qui marche à 100%. Tu t'adaptes par rapport à ce qui se passe dans ta nation, et dans ton pays ou dans ta région. Il faut pas critiquer, tu as pris le poste, tu as pris la responsabilité, même en bénévolat, parce que c'est toi qui as pris, il faut être responsable jusqu'à la fin. Parce que la transparence dans le travail et la planification et le partage d'informations, c'est une façon d'amélioration. C'est pas une façon de critiquer, il faut aussi accepter les critiques positives. C'est une façon qui manque au niveau de communication dans nos formations des jeunes athlètes. Par exemple, j'ai mis quelques notes ici, quelques habiletés. Handball ici, exigence. Comme entraîneur, il faut que tu saches que le handball moderne, le handball au niveau national et international, qu'est-ce qu'il a besoin en formation? Qu'est-ce qu'il a besoin comme habilité technique, tactique et physique pour réaliser un projet sportif qui former un athlète qui peut présenter
la nation. Parce que si vous n'avez pas une connaissance de niveau exigence de handball, vous allez tâtonner, vous allez travailler aléatoirement, vous allez développer un athlète peut-être qui va marquer 15 buts dans un match, mais il n'aura pas toutes les aptitudes techniques et tactiques qui se permettent d'aller un peu plus loin. D'aller plus loin au niveau de formation. C'est qu'au niveau après, ça vient par rapport à l'image du club et le formateur. Et toute l'organisation qui est concernée par cette équipe. Bon, j'arrête ici pour montrer. J'arrête ici pour montrer le. J'avais ici je voulais partager avec vous ici au niveau de les habitudes par rapport à l'âge. Ben, j'ai un fichier, j'avais un document par rapport à ma formation que j'ai fait et puis par rapport à la formation des athlètes. C'est que il y a l'âge. Si par exemple je prends je prends à 10 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire à 10 ans pas avec un athlète? Ben, si je vois ici les cadrans ici, le blanc ça veut dire possible mais non pas prioritaire. Le bonhomme qui sourit à l'âge d'entraînement optimal, tu peux faire à 100%. À éviter qui sourit pas, le bonhomme ne sourit pas. Le cadran gris avec modération est tel requis par le sport, tout ce qui est noir. Si je prends un gars de 10 ans par exemple, ben, l'aérobie n'est pas requis par le sport. Prendre l'aérobie à prolonger. Endurance aérobie courte, ouais, avec modération. C'est ça avec modération. Si je vois force endurance, ça commence, mais n'est pas prioritaire, par exemple. Si j'ai une force maximale, bonhomme ne sourit pas. Force vitesse, bonhomme ne sourit pas, c'est-à-dire interdit. La flexibilité, avec modération. Vitesse, cadence de l'exercice, c'est-à-dire du geste technique, c'est-à-dire la passe au mouvement rapide, passage de bras, la fin, tout ça, c'est optimal. Le bonhomme sourit, ça veut dire à volonté. C'est que tout ce qui est technique de base à volonté, tactique et prise de décision. Si je veux aller aux 10 ans, je descends jusqu'à ici. Possible, mais pas prioritaire. Tactique, mais technique avancée. Possible, mais pas prioritaire. Mais à partir de 11 ans, avec modération. C'est que il faut avoir une planification par rapport à l'âge. C'est pourquoi je dis ça. Moi, je suis contre, par exemple, par rapport, je parlais avec pas mal d'entraîneurs. Je suis contre. Je suis contre, par exemple, un athlète. Je suis contre, en jeune catégorie, on encourage le résultat d'équipe. Jouer pour gagner. Tu brûles les étapes de formation. Parce que si tu commences à jouer à gagner, tu vas faire plus de jeux rapides, plus développement des tirs de loin, et puis tu gagnes des matchs.
Excusez, j'ai un message. خلاص سامحني يا شيخ والله جورني تاع اربيتراج والله ما ربيت. Voilà, c'est ça, c'est que des moments, un entraîneur et la communication. Jouer pour gagner. Tu brûles. De la façon, la communication, c'est important pour un entraîneur. Là, je dis la transparence, la communication, le feedback. C'est que si tu as les habiletés techniques et tactiques et physiques, tu connais pas pour le handballeur, et puis tu commences à faire le copier-coller, ou tu commences à poser des questions, ou tu poses des questions d'entraîneur, parce que les équipes, chaque équipe, ils sont vécus, chaque athlète et ce volume d'heures d'entraînement avant d'arriver entre tes mains. Il faut que tu prennes toutes ces considérations-là, tu prends ces informations-là. Au niveau habilité offensive, par exemple, avec ballon, la passe réception au mouvement, c'est que on dit au mouvement, on dit pas trop statique, parce que si vous allez voir les joueurs, il y a des moments ils prennent la balle statique pour aller faire l'action. Au mouvement, mais il faut aussi être face au but. C'est pas une passe un joueur face au joueur et puis face au mur. Il y a un grand entraîneur qui a dit une phrase que je voyais importante. Cette phrase-là, j'ai pris dans une conférence, vidéoconférence. Donc, pour être efficace dans l'handball, la passe est 2 à 3 fois plus importante que les tirs. Olivier Cromboz. La plupart le connaissent, surtout les handballeurs, c'est un entraîneur haut niveau, avec plusieurs titres, plusieurs exploits avec son groupe, qui font fi d'un. C'est que, pourquoi je dis ça? Parce que si tu as une équipe et la formation que déjà au début tu n'as pas comme je dis, il faut faire l'évaluation aussi pour travailler. Chaque match tu as marqué 20 buts, mais tu as 20 pertes de possession de balle, okay? Sans que sans un engagement, sans une intervention de l'équipe adverse, il y a un problème. Il faut enlever cette mentalité de jouer pour gagner en jeune catégorie. Moi, je suis contre Coupe d'Algérie, championnat d'Algérie en Benjamin Mendy. Je suis contre vraiment parce que on brûle les étapes de formation des jeunes. Peut-être on peut faire un tournoi à la fin de saison, un tournoi pour toutes les équipes. Oui, mais on joue pas toute l'année pour gagner des matchs. Il faut que l'athlète arrive en cadet, il a toutes les habiletés techniques et tactiques pour essayer d'améliorer. Le tir à l'appui, par exemple, les joueurs un jeune, il faut toucher la balle, il faut qu'il dribble. C'est pas courir, travailler trop d'endurance. Comme on a dit, on n'a pas besoin de trop d'endurance au début. Il faut qu'il touche la balle. Il faut que tu développes ça, il faut qu'il touche la balle. Le tir à l'appui avant le tir en suspension, c'est tout à fait normal parce que l'équilibre aérospatial ou l'équilibre en suspension, il n'a pas. Il faut que tu travailles beaucoup la motricité et la coordination. Et si tu vois qu'il a amélioré au niveau coordination, motricité et équilibre, après, tu vas commencer à travailler le tir en suspension. Les gens font le contraire. Ils commencent le tir en suspension parce qu'il a un jeune qui fait 1m80 déjà à 12 ans, à 10 ans. Il veut gagner le match. Et puis l'athlète arrive à un certain niveau, l'entraîneur cadet ne prend pas parce qu'il est très en retard par rapport à plusieurs habilités motrices et techniques. En jeune, c'est toujours la technique avant la tactique, la motricité et la coordination avec ballon avant la technique, et le plaisir et l'amusement. Les tirs, c'est un choix, pas une obligation. Mais ce que je vois moi, c'est il a un bon joueur, il faut qu'il marque 15 buts par match. Pour cela, c'est que si vous avez ça, par exemple, ce jour-là, vous changez de poste. Vous changez de poste, parce que comme ça, vous allez gagner une équipe, on est en formation, 20 buts d'écart, mais ça, tu vas gagner quoi? On est en formation. L'autre équipe aussi, elle est en formation. Si tu as un joueur très fort comme ça, des moments, tu le changes de rôle. Il joue des moments en demi-centre, il va jouer comme un relayeur. Tu laisses sortir, il va jouer d'autres postes parce que la polyvalence est importante à cet âge-là.
On ne peut pas spécialiser des postes par rapport à l'âge là. Il faut vraiment tout le monde joue tous les postes, même le gardien de but. Il faut qu'il joue comme joueur, qu'il faut qu'il touche la balle, il faut qu'il ait une formation technique. Si c'est ça les habitudes techniques offensives individuelles que l'entraîneur, le joueur, il faut qu'il apprenne avant d'arriver à cadet. Je ne dis pas qu'il va être perfectionniste ou il va être à 100%, mais il a une idée et moi le geste est parfait. Après, moins de fautes techniques, jouer tous les postes. Et après, on commence à chercher à la perfectionnement, à chercher pardon, à la perfectionnement. Avant, c'est l'apprentissage. Après, c'est la consolidation, c'est-à-dire améliorer le geste et stabiliser. Après, c'est le développement et le perfectionnement, en partie cadet. Même au cadet, on peut faire équipe élite comme on peut faire équipe. Commence à faire le copier-coller ou tu commences à poser des questions, d'entraîneur parce que les équipes, chaque équipe. En cadet, on peut faire, si vous avez beaucoup de joueurs, puis vous pouvez faire une équipe élite parce que les joueurs sont très avancés. Ça, c'est pour la sélection. Un club qui a beaucoup de joueurs. Et les joueurs qui n'ont pas bien progressé ou ils avaient trop d'absence ou de blessures parce qu'ils font d'autres sports. Mais s'ils ont avec toi, ils font un seul sport, ils ont trop de blessures, il faut que tu poses la question, il faut que tu révises la façon de faire. Même tu demandes un support de tes collègues et puis apprendre de tes erreurs pour avancer. À part ça, c'est que la technique, comme j'ai dit, la motricité et l'habilité mentale et l'estime de soi, c'est que l'estime de soi, la confiance. Après le jeu avec ballon, des jeux avec ballon, après tu commences à développer la technique de base par rapport à l'âge, et puis la technique un peu avancée, et puis tu touches aux tactiques de base. Arrivé au cadet, il a tout ça. Il a tout ça avant qu'il commence à jouer pour gagner. C'est que après c'est l'entraîneur cadet qui va suivre l'étape. Mais la transparence qui demande que l'entraîneur déjà il a partagé toutes les données avec l'entraîneur qui va prendre l'équipe en catégorie avancée. C'est que il faut apprendre à travailler comme ça. Il faut pas garder la formation à toi. Ça ne veut pas dire parce que c'est l'intérêt du joueur avant tout. Je suis contre un entraîneur qui dit moi j'ai travaillé, moi j'ai lancé, mais le joueur n'a pas arrivé en senior. Oui, tu as fait bien Benjamin minime, mais l'entraîneur joueur a arrêté sa carrière en cadet en junior. À qui la faute? C'est-à-dire que le temps et l'argent de l'équipe qui a pris en charge ce joueur-là, il n'est pas arrivé à un niveau que l'équipe profite de ses compétences, ou le joueur aussi qui va prendre un certain niveau pour jouer à un niveau très avancé. Il faut penser à ça. Si tu fondes des joueurs et il arrête en cadet, c'est comme si tu n'as rien fait. Il y a un problème. Il y a un problème au niveau de l'organisation de formation où l'entraîneur qui a pris l'équipe après toi, il n'a pas pu gérer les émotions des athlètes parce qu'ils sont en puberté, ils sont en adolescence, et ils sont en train de développer leur corps. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Pour ça, l'entraîneur, c'est pas une personne autoritaire, c'est un leadership qui respecte les athlètes, partage avec eux leurs compétences et donne les solutions avec respect et l'amélioration du groupe et suivre les objectifs du club. Si je parle ici, si je vois, j'ai un tableau ici, je voulais partager avec vous un petit tableau pour renforcer mes dires, renforcer ce que je vois, par rapport à la formation. Ce que j'ai pris dans quelques documents que j'ai vus, c'est que l'entraîneur, excusez, subhanallah. C'est que ce document présente les principaux tendances actuelles dans l'entraînement des jeunes handballeurs catégorie enfants, école, handball, en accord avec les approches pédagogiques et modernes.
moderne. Apprentissage, approche ludique et centrée sur l'enfant. Ok, c'est que aussi l'apprentissage, c'est par le jeu, et le développement des habiletés motrices fondamentales, et prise de décision et intelligence de jeu. En cours théorie, la plupart des entraîneurs, ils prennent ça, ils apprennent ça au niveau de formation, soit au master de sport, soit en premier degré, deuxième degré, troisième degré, soit en IHF. Mais est-ce qu'il applique ça pendant son entraînement? Un entraîneur qui a une responsabilité, qui a une personnalité, il peut pas brûler les étapes pour gagner un titre pour une académie, pour un club, ok? Ou pour améliorer son CV. S'il fait ça, pour moi, c'est un terroriste sportif. Dans le sens, parce qu'il a brûlé les étapes de formation de l'athlète pour l'intérêt personnel et l'intérêt de l'académie, ok? Pour avoir plus de budget. Moi, je vais concentrer sur la prise de décision et intelligence de jeu. Pourquoi je prends ça? Je prends ça parce que j'ai vu que des situations, comme je vois, j'étais jeune, que j'ai pas aimé, mais avec le temps, oui, j'ai vu que j'avais raison. J'avais raison. Moi et certains de mes joueurs, mes amis, des moments que tu tombes sur les entraîneurs qui font le copier-coller, et la moment que tu tombes sur les entraîneurs qui ont un certain bagage technique et pratique et avancé, tu découvres avec eux le handball. Tu aimes le handball et tu veux être dans le terrain, tu ne sors pas. Et des moments, tu ne veux pas venir parce que tu ne voulais pas faire les séances d'entraînement, parce que tu n'es pas motivé. La prise de décision intelligence de jeu. Moi, je relis ça aux formations de l'athlète sur le jeu programmé et le jeu en lecture. En jeune catégorie, il n'y a pas le jeu programmé. La 3, la 6, la 4, la 5, ça, il n'y a pas. Et il faut que l'athlète développe sa prise de décision et intelligence de jeu par rapport le jeu en lecture. Le jeu en lecture, c'est que l'athlète il est en train d'interpréter la situation de jeu en face de lui. Il est en train de voir ce qui se passe, observe et puis réaliser ou intervenir ou faire l'action nécessaire pour essayer de marquer le but ou essayer de préparer un schéma ou préparer une action pour que son joueur collègue ou son joueur poste arrière ou demi-centre il le met dans une situation raisonnable et bonne pour marquer un but. Ça prend une seconde, deux, mais c'est ça, il faut que tu développes ça. Et il y a une étude qui a été faite quand j'ai commencé à faire des formations ici, une étude a été faite sur un sport. Ils ont pris deux équipes jeunes, ils ont fait une équipe qui développe, qui est en train de faire une formation, qui est en train de suivre des entraînements ou un programme style jeu programmé, c'est-à-dire يبدا يحفظ les schémas, يحفظ كذا ويخدم وكذا. Oui, une autre équipe qui développe la prise de décision avec des jeux en lecture. Après 3 mois, ils ont remarqué que l'équipe qui a fait le jeu programmé, elle est avancée beaucoup, elle est très très avancée dans le jeu, dans le temps. Et puis elle a fait beaucoup de résultats les premiers tournois. Et l'équipe qui était en développement prise de décision, intelligence de jeu, elle était en retard. Elle était en retard dans les réactions et dans le résultat. Mais à la fin de saison, dans l'approche c'est-à-dire les compétitions majeures, il y avait un renversement, il y avait un changement au niveau de performance. L'équipe qui était en jeu programmé, elle était stagnée, elle était limitée, elle ne pouvait rien faire parce que elle s'adapte pas aussi à son jeu adverse. Et l'équipe qui était en lecture ou développe l'intelligence de jeu, elle a pris le large, et puis elle est avancée. Elle est tellement avancée que après, ils ont commencé à intégrer le jeu programmé parce qu'ils ont déjà développé le jeu en prise de décision et le jeu d'intelligence décision, au niveau de décision. C'est que attention, en jeune, laissez le jeune développer et faire la créativité. Vous ne limitez pas. Par exemple, vous voyez un jeune qui prend une passe avec une seule main, il est capable, laisse-le faire. Oui, tu développes la passe-réception. Oui, à 2 mains. Tu donnes la base. Mais si tu vois, il peut développer une autre qualité qui lui permet d'être avancé au niveau technique, oui, laissez-le faire. Laissez-le faire et puis vous le conseillez, vous l'améliorez et vous l'encouragez. C'est pas fais ce que je te dis moi ou tu joues pas. Non, c'est pas comme ça parce que aussi les jeunes maintenant, la génération Z, Y, la génération Z, ils sont très avancés au niveau technologique, ils sont intelligents, ils ont un certain savoir que peut-être dans ma génération il n'y avait pas. Avec l'IA, l'intelligence artificielle et la technologie sportive, ils sont capables d'avancer même mieux que nous.
ربي يحفظكم خويا عبد الرزاق. C'est un outil, j'essaie de partager avec vous mon expérience et comment on fait des formations et puis d'avoir une idée aux entraîneurs. Euh, Si tu es un bon entraîneur, tu commences avec 20 athlètes, tu termines avec 18, 19. Tu ne cherches pas le résultat. Si tu commences avec 20 et tu termines la saison avec 10, tu n'es pas un entraîneur. Il y a un problème. Il y a un problème. Ok? Au niveau gestion, au niveau terrain, au niveau de communication, tu perfectionnes. Il n'y a personne n'est à l'abri, il n'y a personne qui est à 100%. Il faut qu'on respecte l'âge de la progression de l'athlète. 6 à 8 ans, 8 à 10 ans, 10 à 12 ans, 12 et plus. Arrivé à 15 ans, c'est cadet. Là-bas, si l'athlète il a fait toutes les étapes de formation avec l'équipe ou avec l'académie, là-bas, tu commences à faire le perfectionnement. Mais il n'y a pas la spécialisation en jeunes catégories. Okay? Évitez de faire ça, évitez de faire jouer à un seul poste, parce que vous ne savez pas comment il va être développé ce jeu-là. Oui, si tu as les outils scientifiques, si tu as un laboratoire, tu vas faire des tests pour voir s'il va développer plus au niveau physique, s'il va avoir un grand gabarit ou pas. Peut-être tu peux anticiper, mais il faut laisser le temps, il faut laisser l'athlète le temps qu'il soit un peu mature pour essayer de améliorer au niveau de la performance individuelle de l'athlète et la formation. L'entraîneur devient un éducateur, il crée un climat positif, valorise l'erreur comme source d'apprentissage et favorise l'autonomie de l'enfant. L'autonomie, c'est ça, l'estime de soi, la confiance et puis la créativité et laisser jouer l'enfant. Et il ne faut pas le mettre dans un encadrement trop cadré et puis l'enfant il va pas épanouir, il va pas développer des choses, il va suivre tes conseils. Le jour où t'arrêtes de parler, l'athlète il devient limité dans le match. Parce que toujours il attend que toi tu donnes des consignes. Laisse-le jouer les solutions avec des phrases courtes et encore encouragement. Et le climat positif, ok. C'est important. S'il n'y a pas ce climat-là, tu perds la confiance des athlètes. Même les athlètes, ils peuvent demander changer d'entraîneur. Surtout si les joueurs, si les parents payent les abonnements, payent les frais, ou le club, il a un certain code d'éthique très avancé, il voit que l'équipe n'épanouit pas, n'avance pas au niveau résultat, mais au niveau formation, il demande de changer d'entraîneur. Et toi, tu fais une pensée critique pour t'améliorer. C'est-à-dire que c'est un échec pour s'améliorer. C'est pas un échec pour briser un entraîneur. Mais attention, côté blessure. C'est que si tu as des blessures, 6 ou 7 blessures dans un groupe, il faut poser la question. Okay, il faut vraiment poser la question. Ta manière de faire, la méthodologie que tu fais, n'est pas correcte. Ou par exemple, ils ont des bobos. Mais toi, tu ne sais pas, surtout au niveau sélection, comme je dis, ils ont des athlètes viennent à l'équipe, à sélection, mais l'entraîneur sélectionné, il n'a aucune information sur les athlètes. Peut-être il a un véhicule sportif, peut-être il a des bobos à un épaule, l'autre il a au genou, l'autre au cheville, toi tu ne sais pas. Mais quand tu commences à travailler à la charge, et préparation de la sélection, tu auras des blessures graves parce que un peu c'est ta faute et un peu la faute de l'organisation, un peu la faute de l'équipe et l'académie, parce qu'il n'y a pas un partage d'informations et au niveau de l'intelligence de la gestion, il n'y a rien. Il n'y a rien. Chacun travaille sa méthode et puis lui dit c'est moi le meilleur entraîneur. Non. La sélection, c'est un groupe d'athlètes qui appartient à une nation. Vous êtes tous responsables pour que cet athlète garde la forme et éviter les blessures. Ok? Et pour cela, il faut avoir la transparence, il faut un suivi médical, il faut un partage d'informations, un suivi technologique, tu as toutes les performances de l'athlète au niveau statistique, au niveau analyse, qui permettent au sélectionneur d'avoir toutes les informations pour qu'il puisse gérer bien le groupe, pour éviter des blessures. Ça, c'est une remarque parce que les jeunes, la plupart, ils parlent quand je vois moi les réseaux sociaux, ils parlent tous du champion d'Algérie, Coupe d'Algérie, Benjamin Minim, champion, un joueur en équipe nationale, mais il faut voir la réalité, c'est que en réalité, on n'est pas capable d'être premier en Afrique, déjà. On est loin, à notre niveau des années 80. Il faut prendre les repères, il faut prendre les indicateurs de performance qui nous manquaient. Pourquoi tout un changement là? Certes, il y a des cadres qui ont parlé sur quelques critères.
Mais moi, le premier critère, quand je parle des sélectionneurs, quand il prend la sélection, il n'a aucune information sur les athlètes. C'est que c'est primordial que l'athlète, avant d'arriver en sélection, son équipe envoie son CD sportif, ses stats individuels par rapport à l'équipe, des vidéos performances, l'état de la santé de l'athlète, des tests qu'il a fait. C'est comme ça que tu as un entraîneur qui a préparé un athlète pour présenter la nation. S'il ne pouvait pas faire ça, c'est qu'on briconne, on tâtonne, on fait n'importe quoi, on fait aléatoirement. Peut-être on va faire le résultat, mais après on fait pas. Par rapport à ce que j'ai vu dans les 3 dernières compétitions majeures Coupe d'Afrique, on a perdu contre des nations qu'on gagnait avant. Africains. On gagnait avant. On n'est pas capable de faire des montées de balles et perdre des balles au niveau de transition. La plupart des buts, c'est qualité individuelle. Mais après on n'a pas le niveau qu'on a dans les années 80-90 en jeune catégorie. C'est pas que qu'au niveau de fédération, attention. Par exemple, si je prends Cuba qui était 10 ans d'embargo sur leur politique, embargo économique sportif sur leur nation, mais ils pouvaient produire des élites à tous les niveaux. À tous les niveaux, hein. Ils s'adaptent, ils construisent leur matériel avec ce qu'ils ont au niveau de leur pays, ils bâtissent leur système de formation, ils ont les meilleurs médecins au monde, ils ont des sportifs qui ont des sports olympiques, ils ont gagné des médailles olympiques, ils ont des voleurs au niveau. C'est que, pas mal de sports, c'est que, attention, ça, surtout le sport de handball, il ne demande pas beaucoup de moyens en formation. Tu peux créer une académie avec peu de moyens. Tu n'as pas besoin de grands budgets. Il faut s'adapter, il faut inspirer des autres nations. Si je vais le jeu sans ballon, en jeune catégorie, il faut l'expliquer. Il faut montrer des vidéos, les jeux au niveau de l'espace, des blocs, positionnement, stabilité, sécurité, comment faire un écran, démarquage, appel de balle et positionnement. C'est pas que tu prends la balle croisée, tu tires, contre-attaque, tu marques. Oui, il faut qu'ils apprennent ça, mais il faut qu'ils apprennent comment se joue, comment se placer, comment se prépare. Le jeu sans ballon, le joueur crée des solutions. Il faut que tu le dises, tu peux marquer des buts sans tu touches la balle. Tu peux aider ton équipe. La passe va, la passe suit. Il faut qu'il commence à comprendre les notions techniques avant d'arriver à une catégorie avancée, 15 ans et plus. C'est une catégorie avancée qui se permet d'avancer au niveau tactique et technique. La défense individuelle, je vois pas mal d'équipes qui jouent 5-1, 6-0 en jeune catégorie. Déjà un athlète, quand tu as un athlète avec quoi? L'athlète, ça veut dire quoi un athlète, un jeune athlète? Un enfant. C'est un enfant, ça veut dire il a 8 ans, 10 ans. Un enfant, qu'est-ce que tu entends de lui? Il bouge. Hein? Il bouge à pleine vitesse, il tombe, il monte, il saute, il tombe, il monte, il touche la balle, il fait un contact, il revient. Toi, tu vas le fixer en 5-1 ou 6-0. Et puis, pour gagner un match, ok? Parce que l'équipe adverse, sûr, techniquement, elle n'a pas le niveau. Ils vont tirer de loin, tu es un très bon gardien, et tu as gagné le match. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu as gagné un match. Mais tu n'as pas gagné au niveau formation de jeune athlète. Développer le jeu individuel en défense, le défense individuelle, duel, 1 contre 1. Développer l'emplacement, les attentions défensives sur l'harcèlement, la neutralisation, le stress, plutôt le stresser l'athlète, dissuasion, interception de balle. C'est ça qu'on développe. On voit les joueurs à l'extérieur, positionnement biomécanique, vous pouvez même faire la vidéo, comment se placer, comment fermer les bras du tireur, l'autre main sur la hanche, un bon équilibre, une bonne flexion au niveau de jambe, pied gauche en avant, fermer le côté fort de l'athlète. C'est ça que tu montres. Et vous jouez priorité. La défense commence par la posture et le déplacement. C'est ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'un athlète, on met Benjamin joue 5-1, joue 6-0. Oui, tu peux montrer ça, mais c'est pas ça la priorité. Il faut vraiment un temps de jeu en pleine compétition. Par exemple, un match de 2 fois 20 minutes, il va jouer à 50% de match, une défense avancée, étagée, 3-3 ou en ballon.
L'autre jeu, les 15, 30, 20 minutes qui restent, tu peux le partager à jouer une défense étagée, zone 5-1 ou 6-0, comme vous voulez, en tiroir. C'est mieux en tiroir, c'est mieux parce qu'il faut toujours orienter l'athlète pour faire plus de mouvements en dynamique. C'est pas rester figé au 6-0. Arrivé en caddie, l'athlète est déjà habitué à être figé en 6-0. Tu ne peux pas travailler la 3-2-1 ou la 3-3. Tu vas trouver des difficultés au niveau de la gestion, au niveau de positionnement et le dynamisme de groupe. Parce que sa formation, elle était sur la 5-1, 6-0. Ouais. Dans notre culture et notre physiologie, ou morphologie ne permet pas d'être toujours en 6-0. On n'a pas des athlètes qui font plus de 2 mètres. Et puis, il faut qu'ils bougent. De 2 mètres, il faut que tu travailles beaucoup. Mais on peut trouver des athlètes dans tout le territoire algérien à ce niveau-là. Mais pour l'avantage, avoir un avantage au niveau senior, cadre et junior, il faut qu'il est habitué à bouger en jeune catégorie. Pas une défense fixe, zone, stable pour gagner des matchs. C'est primordial. Et ça, pour ça, il faut que les entraîneurs, les clubs, ils ont un DTS sportif. Avant, il y avait ça, les années 80. DTS sportif, lui, qui gère la formation des athlètes avec des programmes, avec l'observation, la supervision des entraîneurs sur le terrain, avec les objectifs de club ou l'académie. C'est pas chacun travaille à sa manière, et puis l'équipe, elle arrive en senior, les joueurs, ils n'ont pas les mêmes formations, parce que chaque catégorie, ils travaille à sa manière. Maintenant, dans toutes les nations, et je suis sûr, nous, on n'était pas les premiers, je suis sûr, certains, des années 80, 90, à ma génération, on jouait trop la 3-3, on jouait trop la marron, étagée. Arrivé en junior, senior, c'était la 5-1, 6-0, mais toujours il y a les défenses étagées. Il faut vraiment qu'on arrive à former les athlètes, être dynamiques en défense, mobile, flexible, et avec flexible et une adaptation rapide à tous les systèmes, les organisations qui se permettent de faire un très bon tournoi, un très bon match. L'attaque collective. Quand les joueurs commencent à s'améliorer au niveau individuel, les passes, l'emplacement, la fin de passe, vous pouvez commencer à bâtir la circulation de balle, transmission de balle. Il faut la bâtir et ça commence parce qu'ils sont capables de faire des passes. Vous commencez à faire la formation au niveau circulation de balle, transmission de balle. Moi, j'ai pas un athlète même pas, il peut même pas fixer vers le but et je demande à faire circulation de balle. Okay? Il fixe à la touche. Même aussi l'apprendre à jouer en largeur et profondeur. Pour qu'ils comprennent, il faut montrer pour ça, surtout au niveau décalage, au niveau travail intervalle aussi. Et puis, ici, avec le temps aussi, avec la progression de formation, des photos vous le montrez qu'en attaque, même en attaque, il y a des organisations. Il y a la 4-2, il y a un placement 3-3, il y a un placement 5-1 en attaque. Il faut qu'il sache, il faut qu'il arrive à un Benjamin minime, c'est-à-dire minimum Zamané et plus. Il faut avoir certaines pensées tactiques avancées. Et puis, comment travailler, comment trouver des solutions, situation 6x5, 5x6, c'est-à-dire infériorité numérique en attaque, ou infériorité ou supériorité numérique en attaque. J'ai pas mis le jeu à 7 en jeu catégorie. Je préfère que les joueurs travaillent en formation normale, formation qui se permet de faire la créativité, trouver des solutions. Itérer, le mot-clé, c'est itérer la défense pour créer des espaces. Toujours, vous demandez aux athlètes à pas aller aux défenseurs, carrément, chercher l'espace. Où il est le vide, chercher l'espace. Parce que sur l'intervalle, il va pas le comprendre, il va chercher l'espace, jouer entre les joueurs. Ok. Après, s'il y a une fermeture, tu lâches la balle, c'est sûr, après, vous saurez le surnombre. L'attaque collective, c'est vraiment, la base, c'est la circulation de balle. Ok. La rentrée de deuxième pivot, par exemple. L'entrée des ailiers. Transmission balle, décalage, sans perte de balle. On peut pas faire ça, on peut pas arriver ici, demander à l'athlète de faire monter, de faire la circulation de balle. On n'est pas capable de faire des passes en mouvement, des passes courtes, variation des passes, et en placement, en attaque. On n'est pas capable. La montée de balle, ok, la montée de balle, c'est arriver le niveau, par exemple, on dit Benjamin, mini première année, pouvait faire la montée de balle A2, A3, et puis, comment se placer sur le terrain. Même en Benjamin, si l'équipe a des athlètes, ils ont une formation école de 2 ans, vous pouvez faire ça, mais toujours, juste avant d'arriver au cadet, c'est les techniques individuelles qui priment. Tout ce qui est individuel en défense en attaque, il faut qu'il y ait ces outils-là, avec motricité, coordination, flexibilité.
L'intelligence de jeu, tu peux la développer en inférieur numérique. Par exemple, tu fais 56 et pour le joueur, tu retrouves des solutions. Des exercices de réflexes, des réflexes, des circulations de balles avec des signes. À chaque fois que tu changes de signe, c'est quoi la solution? Il faut que le joueur observe et réagit. Action-réaction. Il observe l'action et puis il fait la réaction. Par exemple, tu dis voilà, quand je mets un foulard jaune, hop, ça veut dire quand je mets un foulard jaune, tu vas déborder. Quand je fais un foulard rouge, c'est tir à l'aile. Quand je mets un foulard vert, c'était en suspension. Et puis repli défensif. C'est que tu donnes action-réaction dans un timing très court, ou par exemple développer le jeu 56, développer le jeu 1 sur 2, 1 contre 2, 2 contre 3. C'est là-bas que l'athlète commence à réagir. En jeune catégorie, c'est par le jeu. Par exemple, avec un sifflet, avec 2 ballons, avec échauffement de 2 ballons, 3 ballons, il touche les balles. Et puis, comment dire ça aussi, passe à 10 avec 2 ballons aussi, tu peux faire ça. Passe à 10 avec 2 ballons, tu peux faire ça, tu peux la développer. Il y a plusieurs. L'objectif, c'est action-réaction. C'est il faut qu'il réagisse dans un temps timing très court pour réaliser une action positive. C'est ça le but, réaliser action positive dans timing très court. C'est ça la prise de décision, l'intelligence. Et le mot exact, c'est le mot de lecture. Parce que le mot de lecture, c'est lui qui programme l'athlète à créer des actions positives. C'est pas le mot de programme. Ok, voilà, tu dis maintenant on va faire deux croisements. Non, il faut que l'athlète interprète la situation de jeu par rapport à ce qu'il y a devant lui. Si c'est pas que l'équipe allait en C0, moi j'ai en train de faire le double croisement. Ok, par exemple le double croisement, ils sont très loin en C0, ils sont bas. Ça veut dire, après tu interprètes, est-ce que c'est utile ce que tu as fait par rapport à ce qu'il y a devant toi. Et ça c'est avec les vidéos, l'entraîneur ils peuvent développer ça et expliquer aux athlètes. Parce que attention, devant vous, au niveau d'apprentissage, vous avez des athlètes qui sont auditifs, des athlètes qui sont sur la vidéo, des athlètes qui sont sur la sensibilité. Il faut qu'ils touchent la balle, il faut qu'ils voient le terrain, il faut qu'ils parlent. Il y a des athlètes qui sont entre les deux. Un athlète, tu dis un mot, il comprend. L'autre, il faut qu'il voit la vidéo. Il faut voir la vidéo. C'est que, attention, par rapport au type d'athlète qui est devant toi, par rapport au sens qu'il utilise, le sens pour apprendre l'enseignement que tu le donnes. C'est important de voir le type d'apprentissage et c'est que tu as une façon de faire, c'est observer, ok, tu observes, tu démontres, démonstration, observer, tu donnes des corrections. Si le taux d'échec au niveau d'athlète ou de groupe, ça dépasse pas le 50%, 20%, tu laisses jouer puis tu corriges. Mais si ça dépasse 50%, tu arrêtes la séance, tu arrêtes l'exercice et tu donnes des explications. Il ne faut pas laisser les athlètes travailler avec des faux gestes, avec des faux de positionnement. Il faut les corriger. C'est pas chaque 2-3 secondes, tu prends des notes et puis tu corriges. Mais si je dis ça dépasse 50% de ce que tu attends, il faut vraiment l'arrêter et l'expliquer au groupe. Comme je dis, la prise de décision, c'est en timing, en réaction. Et au niveau créativité, tu peux créer des jeux. C'est toi qui tu peux voir les basketteurs, le volleyeur. Des moments, tu vois d'autres sports pour prendre un exercice et le développer. C'est pas que l'handball, parce qu'en formation, tous les sports, ils ont presque les mêmes exercices pour essayer de développer l'athlète en jeune catégorie jusqu'à arriver à un certain moment. C'est ça. C'est un mode lecture avantageux au mode programmé. Après, s'il y a une chose, il faut vraiment que tu expliques aux jeunes. Sincèrement, aux années 80, j'ai des bons souvenirs parce qu'on faisait ça, des vidéos à expliquer aux athlètes à tous les niveaux de formation. La définition de poste arrière, la définition de poste arrière-centre, l'ailier, le pivot, le gardien, le rôle et la tâche de chaque poste. Malgré que la rotation des postes est recommandée. La rotation des postes est recommandée à ce niveau-là. Il n'y a pas de spécialisation. Comme j'ai dit avant, même le gardien de but, il peut être un joueur. Il faut former comme un joueur. Au moins, des techniques de base. Comment dribbler, comment passer, comment tirer, comment monter la balle, parce qu'ils peuvent être un relanceur. Dans le match, il peut aussi, lui, qui va sortir, faire la montée de balle. S'il y a un joueur manquant ou il y a un changement des joueurs, et lui qui prend l'initiative à faire ça. Et maintenant, le handball moderne, il y a des nations qui, le demi-centre l'appellent arrière-centre.
C'est-à-dire les trois arrières, ils sont des terreurs, ils ont de force, ils ont beaucoup de techniques. L'arrière centre et lui par exemple qui est dans le rythme du jeu par exemple, et lui qui va, c'est lui le maestro. L'arrière de gauche, l'arrière droit, c'est lui qui crée les dangers avec les liens, avec le pivot. Son jeu déjà dans les matchs, la plupart, son jeu est toujours pour essayer de presser ou stresser la défense, pour laisser l'espace, pour donner plus de solutions à ses coéquipiers. Les pivots, il faut qu'ils apprennent à jouer sans ballon, jouer au niveau d'espace. Ils déséquilibrent la défense. Le gardien, c'est le premier lanceur, comme je dis. Il faut vraiment expliquer aux jeunes aussi, les postes, ok? Parce que un athlète, il faut pas faire la spécialisation à ce niveau-là. Il faut vraiment, tout le monde joue à tous les postes, ok? Comme j'ai parlé au niveau la défense collective, moi, je priorité, le handball algérien, comme moi je me souviens, il priorise toujours la 3-3, le vrai handball algérien, quand j'ai vécu moi. Maintenant, je suis pas en Algérie, mais la plupart des équipes, ils jouent trop la 5-1, ils jouent trop la 6-0. On priorise la 3-3. Et là, en formation, tu peux, comme je dis, si tu as un match de 2 fois 40 minutes, tu peux jouer 70% jusqu'à 60% des normes, des formations prioritaires pour la homme et la 3-3. Après, le temps de jeu qui reste, l'équipe, elle peut jouer 5-1 ou 6-0 comme initiation de base. Si la fédération peut exiger ça, ça va être formidable. Ça va être formidable parce que les athlètes qu'on a, des moments, si vous avez vu les sélections, je voulais pas mettre des vidéos parce que ça, c'est beaucoup de temps. Et j'avais des vidéos, mais c'est pas l'objectif. C'est que des moments, soit ils sont en retard au niveau élite, soit ils sont en retard sur l'action, et puis le tir passe, ils marquent des buts, soit ils sont en avance, et prennent des minutes. Soit il n'y a pas la mobilité défensive. Il utilise ses mains, mais les pieds, ça bouge pas. Le jeu de jambes, il n'y a rien. Ça, c'est vraiment ça, le travail de jeune. Je suis pas en train de parler sur les athlètes. Les athlètes, ils font leur mieux. Les athlètes, je suis sûr et certain qu'ils font leur mieux. Je suis parlé au niveau formation. Et puis arrêtez, respect à tout le monde, arrêtez de gonfler les athlètes. Depuis 4 ans, je suis les élites. Au niveau repli défensif, on a un grand problème. Le repli défensif, les joueurs, la plupart des joueurs, ils courent pas. Ils ont un rythme élevé. Un rythme élevé, c'est un rythme de PMA. C'est pas un repli défensif. C'est-à-dire son rythme, il est à 85% des capacités, mais le repli défensif, c'est vraiment à 100% de sprint. Arrive le demi-terrain, tu commences à observer ce qui se passe devant toi pour réagir, et puis neutraliser une montée de balle. Au début, l'arrêter, la stopper. Des moments, je vois les joueurs d'autres nations, ils dépassent nos joueurs avec ballon. Non, il y a 3 athlètes qui sont derrière. C'est que ça, c'est vraiment au niveau de la formation, au niveau de la formation. Si tu travailles pas la vitesse et en jeune catégorie, tu ne peux pas la développer en junior, senior, parce que avant, l'athlète, il est habitué à un certain rythme. Tu peux avoir un petit gain, mais le grand gain, c'est en jeune. C'est en jeune, c'est par rapport à son âge. Et en ajoutant ça, les 4 phases les plus importantes dans la défense collective, c'est que repli défensif direct, et puis tu as le dernier, il va ralentir la montée de balle adverse, ou la stopper. Défense de zone temporaire, parce que vous ne saurez pas dans la situation, organisation que vous avez choisie. Peut-être vous avez des changements aussi. Possible que l'équipe a bien étudié l'équipe adverse, et puis vous allez jouer, ils vont jouer en continuité dans le jeu. Et puis après, tu as la mise en place d'un système défensif que toi tu as choisi. Si là l'équipe, elle va arrêter, elle va faire des changements, l'équipe adverse va faire des changements, ou un temps faible. Mais il faut jeune, il faut vous montrer ça. Il faut qu'il apprenne à comprendre que la défense commence après la perte de balle. Ça commence pas au niveau 6 mètres, 9 mètres. Ça commence après la perte de balle. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va réagir? Comment on va se placer en défense? Et comment on va s'organiser par rapport à l'équipe adverse. C'est-à-dire les 2 mots-clés, c'est changer de rôle rapidement. Ça entre au niveau de concentration aussi. Et agir vite à la perte de balle. Il n'y a pas d'autre changement de rôle rapidement, réagir vite à la perte de balle.
Bah, le test que j'ai pris, c'est que le test que j'ai pris, j'arrête ici, je vais montrer une vidéo. Ça va m'aider à renforcer mes dires. J'ai pris deux vidéos. J'ai pris deux vidéos. Je vais les voir. Deux façons de faire avec une équipe élite et en championnat allemand, je pense. Et l'autre, c'est au championnat d'Europe, des clubs. Et l'autre, c'est au niveau de l'équipe nationale, niveau championnat des mondes dernier. Bon, la première, elle est là. Et je pense, je vais démarrer ici, regarde, je vais arrêter ici, j'arrête. Bah, il a tiré. L'équipe adverse, elle est déjà passée. Déjà, regarde, il reste un seul joueur au niveau 9 mètres. L'équipe qui a perdu la balle. L'autre, le dernier, il est devant le but. Vous le voyez devant le but. Hop, il y a montée de balle direct. L'entraîneur est dans des consignes. Regardez. La vidéo s'arrête déjà ici. Vous voyez, le dernier joueur, il est derrière, ok? Regardez la positionnement des athlètes. Déjà, Lili, qui est arrivé, il a vu le positionnement de Lili, son Lili et l'arrière. Côté ballon, face, côté ballon. Ok? Le dernier, il devenait lui le premier, au niveau 5-1. Ça veut dire que ça veut dire il y a une prise de décision prise, il y a une collaboration entre les athlètes, il y a des interventions de l'entraîneur, et la prise de décision des athlètes de l'équipe, ils ont pris l'information. Le dernier, il est devenu lui avancé. Lily, qui n'était pas très placé, mais elle a pris le poste parce que les joueurs ils sont côté ballon, c'est normal, il fait un côté ballon. Il a pris position face au porteur de balle pour fermer entre Lily et l'arrière, c'est-à-dire il fait une hésitation, c'est-à-dire entre deux joueurs. Parce que c'était une partie de transition. Ça, c'est la transition entre l'attaque et la défense. Comment l'équipe adverse a réagi. C'est pas leur défense, mais c'est une partie de transition. Rythme de l'équipe adverse, comment ils ont réagi. Regarde, déjà, regarde, le dernier devient lui avancé, hop, placé, normal. Regarde le positionnement défendeur sur le trajectoire de la balle. Ça, c'est des notions qu'on apprend en jeune. Et puis, ils ont récupéré la balle. Si je vais partager avec vous une autre vidéo que je voyais très bonne, au niveau souplesse défensif, après le repli, après un tir. Regardez bien. Si je reviens en arrière, l'ailier droit, l'ailier gauche, pardon, l'ailier gauche, il a déjà démarré, il y a un contre-attaque direct. Okay. Regarde, il marque le but au niveau central, 6 mètres, tire 6 mètres, et il revient le côté opposé. Regarde, qu'est-ce qu'il a fait avec sa main? Hop, il a fait un geste avec sa main, merci beaucoup, au placement. L'équipe, le côté ballon, il est opposé côté balle. Il n'a pas retourné à son poste initial. Parce que c'est une défense transitoire, s'adapter aux situations de jeu. Il a carrément retourné côté opposé, ok? Il est joué parce que là-bas était l'autre côté. C'est ça, c'est qu'à un certain niveau de formation, il faut dire aux athlètes, en contre-attaque, en montée de balle, il faut neutraliser. Les plus avancés, plus rapides, neutraliser la défense, neutraliser l'attaque, pardon, prendre la balle ou faire une faute, et puis on s'organise. On ne laisse pas, on casse une contre-attaque. Avec des normes, mais on ne sort pas 2 minutes. Et il faut être intelligent aussi. C'est ça le plus important, c'est que des moments, si vous allez voir les matchs de championnat du monde, dans nos jeunes catégories, plutôt aux seniors, des moments, le rythme de repli défensif, il est très faible. Parce que les jambes ne suivent pas. Possible aussi le bon n'est pas riche, ou peut-être l'entraîneur il a puisé de toutes les capacités des joueurs. Mais on a un problème au niveau de ça, c'est que la formation, il faut que tu montres comment replier en défense. Comment tu fais le repli. Il prend les notions, parce que la base elle est la même. Après, s'il connaît les notions, l'entraîneur, après, à un certain niveau, il va modeler la stratégie, il va la modifier par rapport à l'équipe adverse, par rapport à l'analyse de la vidéo. C'est ça le principe en général au niveau de repli défensif. Comment c'est une défense collective, à quel niveau elle commence? Elle commence après la perte de balle. Okay? Après la perte de balle. Entre guillemets, moi par exemple, j'encourage en jeune catégorie pour développer la mobilité défensive. Chaque fois qu'une équipe adverse sort de 1 minute,
je joue au Maroc. Je profite, même si je suis gagnant ou perdant. Parce que, comme j'ai dit au début, l'entraînement, la compétition, c'est un continu de l'entraînement. C'est un continu de l'entraînement. Okay. Même l'équipe, elle est forte, l'équipe adverse, mais je profite. En même temps, après, quand on est arrivé à un certain placement défensif, on est placé en infériorité numérique sur une défense. Si on a fait un numérique, nous on fait numérique, on encourage le 5-0 avec tiroir en cas d'infériorité numérique. C'est le 5-0 avec tiroir, avec une agressivité directe, un bon timing, la sortie doit être bien calculée et leur objectif principal est de retarder ou perturber la séquence de balle. Avec la fermeture, carrément, on voit à l'extérieur, parce que s'il marque au niveau profondeur au milieu, le tireur il a plus d'avantages à marquer des buts. C'est ça que je vois ce que on peut faire, par exemple aussi travailler la désavantage numérique, travailler la défense en 5, 3 contre 1, 4 contre 3 ou toujours à infériorité numérique pour développer la prise de décision aussi, développer la réaction et la mobilité. C'est des façons de faire, c'est des normes handball qui, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, on va tout ce qu'on a fait maintenant, c'est vraiment la formation. C'est vraiment la formation de l'athlète. On ne cherche pas à gagner un match. Comme je dis, on ne cherche pas à gagner le match. C'est vraiment à former les athlètes. Moi, je encourage les clubs qui veulent jouer Coupe d'Algérie, Benjamin Mendy, puis ils parlent de leur exploit. Moi, mon exploit, quand je vois ces athlètes-là jouer dans l'équipe nationale et puis ils performent. Okay. C'est ça le but. C'est pas gagner des titres locaux et puis on n'est pas capable d'être parmi les meilleurs en Afrique. Attention, on est toujours qualifié en Afrique parce que maintenant il y a 5 équipes qui passent. Il n'y a pas 3 équipes. S'il y a 3 équipes qui passent, ça va être difficile pour nous. Comme j'ai dit, les quatre de phase de la défense collective, il y a le repli défensif direct, okay? Il y a la défense de zone temporaire ou la transition, okay? Et puis il y a l'organisation d'un système, et puis il y a la mise en place des systèmes de défense. La mise en place, c'est le système, le premier système que l'entraîneur veut toujours utiliser par rapport à la stratégie de jeu. C'est que si vous respectez ça, le jeune est bien formé. Après, arrivé enseignant, je vous dis par rapport à l'équipe adverse, par rapport à l'analyse vidéo, par rapport à les entraîneurs et leur philosophie, les objectifs des fédérations et des clubs. Bon, ça oublie la structure de la séance d'entraînement. C'est que des moments, le joueur, il faut qu'il touche une balle. L'athlète, il faut qu'il joue avec les ballons. Tu peux pas faire une séance de 2 heures. Tu peux pas faire une séance de 1h30 sans arrêt, sans repos, sans parler aux athlètes. Il faut si tu as une séance de 60 minutes pour un jeune, c'est correct. Après, à Benjamin minime, si tu as à 1h30, c'est beau. École, tu as pour 60 minutes, c'est parfait. Il faut l'entraîneur travaille les séances par rapport à ce qu'il y a. Respect au niveau de la sécurité de l'athlète, les outils du travail. Puis les ballons, on peut pas donner en école des ballons durs. Il faut des ballons de mousse, par exemple. Ou, par exemple, l'athlète ne revient pas. Aujourd'hui, tu as 20 athlètes. Tu n'as jamais posé question après l'école, puis après la deuxième séance, tu n'auras pas des athlètes qui viennent, puis tu poses la question parce qu'il a pris un coup au nez, au visage, il a pris un coup sur le doigt, il est cassé, parce que ton ballon n'est pas adéquat à un niveau de formation. Donc, je vous dis, vous êtes le premier responsable pour la sécurité de l'athlète. C'est pas rentrer, faire le changement, faire la séance d'entraînement et travailler. C'est vraiment prendre quand je dis l'introduction, c'est-à-dire la sécurité, le terrain, l'emplacement, hydratation, la boîte de pharmacie. Si tu as une formation secouriste, c'est encore mieux. Le handball, ça ne joue pas sur 40 mètres. Il y a plusieurs facteurs. Les joueurs, ils sont toujours reliés en relation avec vous. Les parents aussi, tu fais ton groupe parce que tu es éducateur, formateur et un repère, et comment dire ça, un symbole pour les jeunes. Tu es un exemple. Il faut donner la bonne image. Moi, par exemple, l'entraîneur qui filme, l'entraîneur qui fait d'autres choses, il faut qu'il sorte du terrain. C'est pas devant les athlètes. C'est un mauvais exemple. Okay. Où tu es nerveux, tu commences à dire n'importe quoi. C'est-à-dire que tu sois responsable et pour gérer ces jeunes, parce que tu es un modèle pour eux. L'encadrement de compétition. Une correction claire au bon moment. Okay.
Il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas de la pensée critique négative. Par exemple, tu commences à critiquer dans les notions négatives. Il faut vraiment que tu commences à parler positivement, trouver les solutions, respect des officiels aussi. Temps de jeu égal pour les joueurs, c'est ça j'ai déjà refait. Temps de jeu égal pour les joueurs. Il faut donner le temps de jeu égal pour les joueurs. Ça veut dire le match, c'est le prolongement de l'entraînement. Si tu veux former des jeunes talents au futur, c'est ça la formation. Oui, tu as gagné le championnat Wilaya, tu as gagné Coupe d'Algérie, tu as gagné le championnat d'Algérie en Benjamin. Et après, les athlètes marquent 20 buts et après. Okay? Si je veux faire le test vitesse ou les tests techniques, la plupart, la notion de formation, elle n'est pas là. Si je veux voir le slalom, je veux voir la technique individuelle, c'est pas moi qui dis ça, c'est des entraîneurs expérimentés qui sont dans les équipes nationales quand je parle avec eux. Les entraîneurs que je respecte, il y a des moments, c'est la vérité. C'est la vérité. Il faut vraiment que les équipes prennent ça au sérieux. C'est que tu veux ton athlète aller plus loin, il faut une formation adéquate, respect les habiletés par rapport à l'âge, et puis faire une traçabilité, laisser un CV sportif pour ce jeune, temps de jeu depuis toute la saison, le poste qu'il a joué, les postes qu'il a joué, combien de buts, combien de passes décisives, est-ce qu'il a une blessure, il faut l'entraîneur sélectionner, ils savent. Tu peux pas envoyer un athlète parce qu'il est en sélection, là, semaine passée, il a pris une blessure. Non. Il faut un repos. Il faut que tu penses l'athlète. Il va rater une sélection, mais sa carrière, elle est là. Il va sécuriser sa carrière. C'est le respect et le travail en groupe. Et le résultat ne prime pas en formation. Ton résultat, quand tu auras une équipe junior qui se permette de jouer un handball moderne, avec des actions de haut niveau. C'est ça le but, ton objectif. C'est pas l'objectif de gagner des titres. Après, l'athlète en cadet, il va arrêter. Pourquoi il a arrêté? Tous les athlètes, ils ont des problèmes familiaux, des problèmes gestion, problèmes économiques. Les parents, des mamans, ils travaillent pas, ils travaillent. Mais le coach, il peut garder l'athlète. Il peut l'aider. Je connais des entraîneurs qui ont ramené des athlètes dans des endroits, on ne peut pas les nommer, mais ils ont joué dans haut niveau. Parce que c'est un éducateur. Avant d'être un entraîneur. Okay? Il a vu des potentiels, il a fait le nécessaire pour que ces athlètes arrivent à un certain niveau qui se permet de jouer au niveau. C'est que il faut penser comme ça. En code d'éthique, un entraîneur, c'est un responsable, les athlètes le voient comme un éducateur, comme d'autres cultures, c'est un formateur, c'est le premier responsable, c'est un modèle. D'autres cultures, c'est un père. Je redis, je refais, je dis. Bon, Dieu égal pour les joueurs. Match, ça veut dire prolongement de l'entraînement. Tu ne gagnes pas, c'est-à-dire, ce que tu as fait, il faut qu'il s'améliore d'entraînement. En compétition, avant de faire ça, je vais passer au gardien de but. Après, je reviens à l'analyse performance, je laisse la dernière. J'ai dit 1 heure, mais on a passé plus, on va ajouter 20 minutes. Le gardien de but, c'est qu'en formation gardien de but, la plupart ils disent que voilà, un gardien de but, il faut un entraîneur gardien de but qui le prend en charge, mais en jeune catégorie, un éducateur sportif, il peut faire ça, l'entraîneur peut faire ça. À partir de cadet, où la spécialisation devient très importante, on a besoin des entraîneurs de gardien de but spécialisés avec des formations avancées. Mais gardien de but, c'est le premier défenseur, le dernier attaquant. C'est que c'est un outil dans l'équipe qui peut faire la différence. Et pour cela, au niveau de formation, il faut qu'il apprenne au niveau habileté technique de base de handball. Tu ne vas pas dire non, regarder un but, il ne va pas faire le dribble. Il fait le dribble. Il fait le geste défensif. Il travaille le geste défensif, position défensive. Il fait les tirs de loin. Il fait les tirs en suspension. Et ils connaissent tous les types de passes. Courtes, croisées, simples, rebond, derrière le dos, tout. Parce que tu ne sais pas, peut-être en cadet, il va changer d'avis. Ou, vraiment, il veut être un joueur de champ. Tu ne vas pas le perdre parce qu'il a changé d'avis. Ouais. Après, c'est la formation, c'est les aptitudes techniques de base. Alors, quand je dis technique de base, par exemple, l'emplacement, le positionnement pour la posture. Le plus important. Déjà ici, à l'aile, il va essayer il laisse pas, il arrête plusieurs tirs. Tu es gagnant. Parce que la plupart des gardiens à l'aile, on a une faiblesse à l'aile. La plupart arrivent en cadet, il a les pieds qui montent avant de tirer.
C'est que après tu peux pas le corriger parce que le cerveau est déjà psychomoteur, le cerveau il a pris cette information. Il faut l'insister, mais des moments c'est pas facile parce que cette information elle n'était pas à 100% bonne, elle était en erreur. Tu peux t'appuyer sur les vidéos maintenant. Il y a des vidéos des grands gardiens du monde, Dragon Pakuka, il y a Omayar, il y a qui ont fait des formations, qui ont fait des vidéos montrant l'importance de formation de jeune gardien. Qu'est-ce que tu as besoin, jeune? C'est la motricité, la coordination, et puis l'emplacement technique de base du but, comment faire les pas au but. Maintenant, je pense, même ils ont réduit les pas. Avant, c'était 5 pas, maintenant c'est 3 pas pour les gardiens au niveau. Mais les bras, comment positionnement des bras, il y a deux façons de faire, la posture, il y a les deux écoles qui sont connues au monde, c'est l'école scandinave et l'école yougoslave. C'était ça le repère, et puis il y a d'autres nations qui ont pris la formation, et puis ils ont amélioré. Il y a des vidéos qui témoignent ça par Omayer, qui parle comment il a pris de gardien scandinave qui était avec lui à Kiel, comment il a pu s'adapter à sa technique de parade, et puis il a amélioré, c'est que des moments, les nations, chacun prend le meilleur d'autres nations. Avec modestie, il y a des vidéos qui parlent de ça, des grands gardiens qui parlent comment ils ont fait développer ça. Pour cela, je vais montrer une petite vidéo courte pour voir le type de gardien de but en formation. Les gardiens de but qui sont en formation. J'ai un problème de souris. Ok. Des vidéos courtes. Je vais voir la première vidéo. Vous allez voir ensemble. C'est enseignant. Regarde. La gardienne elle a la montée. Il joue à circulation de balle. L'équipe, ils ont un joueur moindré. Hop, elle vient. Hop là. Très beau but. C'est que la formation jeune, elle a pris l'initiation, elle a pris parce qu'elle a confiance d'elle, elle a très bonne formation, elle pouvait aider sur son équipe, ok? Elle pouvait aider son équipe. C'est une façon de voir que la formation des gardiens au niveau technique de base du handball et technique un peu avancée avec l'âge, c'est important. Surtout maintenant, si le gardien monte pour marquer des buts. Il ne faut pas laisser garder dans la zone et puis travailler beaucoup la zone, la spécification. Si tu es un joueur qui était formé avec beaucoup d'habilité technique, il faut vraiment que, au niveau formation, le gardien apprenne les techniques de base du joueur de handball. La deuxième vidéo que j'ai prise pour moi c'était le Handball Canada, jeune catégorie, je pense U18, perdu contre la Corée, un grand score. Mais il y avait une action au niveau gardien que j'ai appris pour utiliser au niveau formation. Vous allez la voir, c'est formidable aussi. Impliquer les gardiens de but au niveau de jeu. C'est parce qu'elle a fait ça au niveau de formation, elle a pu avoir la confiance de soi pour aller marquer un but. Je suis sûr, certains, pas mal d'entraîneurs pensent comme moi, mais il faut encourager les gardiennes à travailler ça aux jeunes catégories. Il faut vraiment les encourager. Je vais le refaire. Vous ne laissez pas les gardiens dans la zone 6 mètres, 9 mètres et puis ils travaillent beaucoup spécifique. Il faut qu'ils touchent la balle, il faut qu'ils dribblent, il faut la motricité, ils jouent au soccer avec l'équipe, il faut qu'ils courent, il faut avoir une certaine vitesse et il faut qu'ils soient capables de jouer. Surtout aux jeunes. Comme je dis, il n'y a pas de spécialisation précoce, il n'y a rien. Tu peux avoir un manque du joueur. Demain, tu as deux gardiens, un des deux, elle est bonne en habilité technique, elle va jouer joueur. Et comme je dis, la rotation, elle est importante aux jeunes catégories. Tu peux pas placer un joueur comme gardien toute la saison. Peut-être il s'ennuie, peut-être il n'est pas correct, il s'ennuie, tu as besoin de jouer. Je vais pas entrer trop de détails sur le gardien de but parce que c'est un peu spécifique, mais j'ai donné quelques notes sur un niveau de formation, quelques informations que je vois moi primordiales. Pas de spécialisation précoce. Je vous dis, pas spécialisation précoce, même à ce poste-là. Comme je dis, peut-être si tu vas le stresser, tu vas le donner plus d'informations, il va arrêter. Le jour, s'il n'est pas sensibilisé à ce poste-là, par exemple, tu dis attention, tu peux prendre une balle dans ton visage à 150 km/h, ben, demain il va arrêter de jouer. Il faut le préparer mentalement.
Il faut le sensibiliser ce poste-là. Il faut qu'il aime ce poste-là. Si tu vois, il y a un jeune, il n'a pas arrivé, il n'est pas mature, il ne faut pas le spécialiser. Il faut laisser jouer, amuser. Si en cadet, il décide d'être gardien, au minimum de un cadet, c'est là-bas que tu commences à travailler spécifique parce que tu es un gardien type. Il veut être un gardien. Oui, tu peux trouver un jeune hors norme, en Benjamin, il te dit, oui, je vais être gardien. Il est mature, il veut. C'est rare. Mais la plupart, ils veulent jouer, ils veulent marquer les buts. Et surtout si on encaisse 20-30 buts, et mentalement, c'est pas correct pour lui. Et il faut que vous le préparez à ça. Pour ça, c'est la solution, par exemple, c'est la défense en main, la défense avancée, pour que vous ne pouvez pas que l'athlète, l'entraîneur, le gardien prend beaucoup de buts. C'est que il y a des gardiens, quand ils prennent beaucoup de buts en gêne, ils pensent que c'est sa faute. Tu es là pour monter le moral, tu es là pour monter la psychologie mentale d'athlète, de le préparer, avant de le mettre dans le but, ok? Et sans oublier la sécurité. Les outils de sécurité gardien de but, soit masculin ou féminin. Il faut, à un certain âge, à partir de 10 ans, 12 ans, surtout aux filles, il faut vraiment avoir les outils de sécuriser près l'athlète, pour ne pas se blesser bêtement. Et c'est ça. C'est que si je vais retourner à l'analyse performance que j'ai laissé au dernier, oui, en jeune catégorie, tu peux faire l'analyse performance individuelle. Tu ne cherches pas à gagner le match, mais pour développer l'athlète. Après, c'est après, c'est le jeu. C'est que tu veux observer pour faire progresser, avoir une idée précise de ce que constitue une bonne performance, comparer la performance de l'athlète avec le modèle de référence, une correction à la fois. C'est que il y a toujours une référence. Il y a toujours une référence. L'athlète, il veut savoir par rapport à quoi tu es en train de comparer, par rapport à quoi tu dis que voilà, ton geste n'est pas parfait. Soit la biomécanique, soit vous expliquez le geste étape par étape. Par exemple, le geste de tir, pied opposé par rapport à le mètre du tireur, le transfert du poids du pied droit, du pied arrière, du pied droit vers l'avant, le penchement un peu le corps vers l'avant, et puis avec l'épaule qui est déjà haut, il va lancer vers l'avant, le coude va suivre la direction, et le poignet, lui qui donne le fouet donne la direction d'avant. C'est que pour cela aussi, tu dis, pour faire une bonne passe, pour faire un bon tir, par exemple, un bon tir, tu as besoin de faire un peu de gainage, le poids du corps. Il faut expliquer aux athlètes. À ce niveau-là, tu peux avoir aussi la perte de possession de balle. Si tu as 10 mauvaises passes par mi-temps, c'est-à-dire 20 par match, tu t'as marqué 10 buts, il faut, la prochaine séance, essayer d'améliorer. Et l'amélioration de qualité technique, tu peux le faire dans 4-6 semaines. Période de 6 semaines, tu auras des résultats. Tu ne cherches pas à gagner le match, mais tu cherches à développer la qualité technique de l'athlète, soit en défense, soit en attaque. Après le jeu, c'est-à-dire la base de jeu de l'équipe, tu vas voir par exemple le positionnement des îles, le positionnement des arrières, le positionnement de demi-centre avec la vidéo et l'analyse. Mais beaucoup sur les qualités techniques au niveau statistique. Tu peux faire les vidéos d'animation, mais pas trop longues, ça dépasse pas 10 minutes pour des jeunes, 5 minutes par exemple. Et puis avec l'animation, les jeunes ils voient comment ils jouent. Et s'ils voient ses erreurs, il va s'améliorer. Tu peux même, maintenant avec la technologie, envoyer ça par Messenger à leurs parents. Tu fais un groupe avec leurs parents et les parents montrent à leurs enfants. Et tu l'encourages, toujours encourager. La performance en jeune, c'est vraiment une qualité technique individuelle. Soit en attaque, soit en défense. Dribble, marcher, portée, zone. Aussi comprendre les règles du jeu. Si ton équipe ne comprend pas les règles du jeu, c'est une façon de faire aussi l'analyse vidéo pour montrer que voilà ce qu'il a dit l'arbitre, voilà les notions. Vous pouvez comme ça, vous faites aussi une petite réunion avec l'athlète pour montrer les règles du jeu de handball, les nouveautés. Observer, c'est le mot-clé. Observer et puis analyser, et puis comparer la performance par rapport à la performance des références et correction à la fois, C'est s'améliore à la fois avec une échelle correcte. Tu as fait un bon travail. Il faut que les athlètes apprennent à faire mieux. Et l'encouragement. Bon, analyse performance, les outils de travail que tu dirais, c'est que la technologie. J'ai fait ici deux logiciels, Maxport qui est à droite et à gauche c'est Steezy Handball. Deux façons différentes de faire. Il faut enregistrer les données comment tu travailles. Mieux de prendre un fiche Word, tu commences à écrire, c'est une grille d'observation. Enregistrer les données sur ta grille d'observation. Évaluer les athlètes, évaluer, étudier les adversaires ou ton équipe. Même tu peux utiliser pendant des entraînements.
partager l'analyse avec les athlètes et préparation et une présentation du groupe. L'outil, même, il y a l'outil analyse performance, l'outil va t'aider si un athlète revient de blessure. Comment tu vas gérer? Parce que quand il était en forme, sa performance, elle était à un niveau très avancé, elle était à une cote avancée. Voilà son temps de jeu, il peut jouer 20 minutes, il marque beaucoup de buts, il accélère. Maintenant, tu vois que il n'a pas ces capacités-là. Il n'a pas. Oui, la bonne démonstration est très importante. C'est ça, l'analyse de la performance te permet d'évaluer l'athlète s'il revient de blessure. Il y a d'autres applications, par exemple, tu as le MySprint pour 30 mètres vitesse. Tu peux le faire sur 5, 10, 15, 20. La puissance verticale, horizontale. Tu as aussi MyJump sur la puissance verticale, sur l'explosivité. Okay. Il y avait aussi la 3-2-1. Maintenant, elle est sur iPhone, elle n'est pas sur Android. Il y a beaucoup de travail intervalle, beaucoup d'exercices intervalles qui permettent de travailler le physique, même le technique avec le physique. C'est que les outils te permettent d'évaluer l'athlète, surtout s'il revient de blessure. Parce qu'il revient de blessure, il y a le mental, il y a le physique, il y a le comportement dans le match. Tu peux voir son comportement. Toujours est-il que tout ce qui est chronologique, c'est un outil de travail. C'est pas une façon pour gagner les matchs, c'est une façon pour trouver d'autres solutions contre les adversaires. Et comme les adversaires sont des êtres humains, ils peuvent changer d'avis, ils peuvent changer de décision. Il faut que l'entraîneur il a le plan A, le plan B, comme il peut avoir il va avoir un bagage technique ou avoir une équipe staff qui est avec lui qui peut permettre de trouver d'autres solutions. Les documents de référence que j'ai pris, c'est vraiment le document de formation en Handball Canada. Les modules de formation programme national de certification d'entraîneur au Canada. Le modèle de développement des athlètes au Québec. Puis les HF Education Center. C'est que des outils agréés et des outils certifiés qui permettent j'ai fait ce document pour essayer de donner une idée sur la formation jeunes joueurs ou, comme il appelle le IHF, projet joueur. Le projet joueur d'un joueur, un athlète. C'est ça. C'est ça, en résumé, les 4 points, 5 points que je vois importants, c'est le respect l'âge par rapport à la formation et par rapport aux habilités, l'encouragement, la formation technique individuelle avant la formation tactique, chercher par le résultat, la compétition, c'est un moyen de prolonger l'entraînement. Il n'y a pas la spécialisation précoce, rotation des postes, les mots-clés, rotation des postes, et développer le jeu en lecture en jeune catégorie. Développer la prise de décision, le jeu en lecture pour l'athlète ne travaille pas le jeu programmé. Après, arriver à un niveau un peu avancé, il n'aura pas le choix. Il devient un joueur, mais stéréotype. C'est pas un joueur intelligent dans le jeu. Et essaie aussi de former l'athlète attaquant défenseur. Moi je suis contre l'idée à un joueur défenseur, un joueur attaquant, parce que d'après les rumeurs, d'après les informations que j'ai, peut-être les lois UHF vont changer. Vous ne pouvez pas faire un changement au niveau après vous avez récupéré la balle, c'est-à-dire après la montée de balle. C'est que après ça devient un joueur complet. Il faut avoir un joueur complet qui peut jouer en attaque, qui peut jouer en défense. Si ça va passer cette loi-là au niveau UHF, ça sera difficile après pour les joueurs qui joueraient en défense, qui essaient de rentrer dans le jeu. Merci pour votre présence. Ça sera partagé sur beaucoup de pages. Si vous avez des questions, j'ai pris beaucoup de temps. J'ai dit 1 heure, mais j'ai fait 1 heure 20 minutes. S'il y a quelques questions, s'il n'y a pas, on ferme ce webinaire. Je vous souhaite, Inch'Allah, عام جديد إن شاء الله يكون بالخير والبركات. وإن شاء الله تكونوا مع أهلكم بخير وتكونوا بصحتكم. وإن شاء الله الخير والبركة على بلادنا. على كل خوتنا اللي هم تعبانين وامراض ولا كل الرياضيين ان شاء الله اللي يخدموا ويجتهدوا في الميدان هذايا. Ou si vous avez des questions, je peux vous répondre. S'il n'y a pas, on ferme le webinaire. Merci pour votre présence. Inch'Allah, ça sera le premier cette année-là. Je voulais choisir ce sujet-là parce que j'avais des questions des jeunes entraîneurs. Mais j'ai dit pourquoi pas je développe ça. J'essaie de faire le maximum. Inch'Allah, avoir une idée parce que je sais que vous avez tous la formation, vous avez tous le bagage, mais il faut l'appliquer sur le terrain.
Merci à vous, Yatakum Saha, parce que c'est réciproque. Inch'Allah, je vous comprends, Inch'Allah. Inch'Allah, vous aurez la formation. Je suis vraiment fier parce qu'il y a des gens que je connais, ils sont en ligne, ils nous suivent. Yatakum Saha, merci beaucoup, Abdelzak, merci à Akwa Ben Nafa, Moussa Morjan, Khoya Majid Boras, merci pour tous les supports. Abdelzak Salahish, et puis les entraîneurs qui vont voir ça après en défilé. Le but, c'est que montrer il n'y a pas de résultat en chaque catégorie. Le résultat, que vous allez préparer un athlète pour jouer au niveau. C'est pas le résultat régional et local qui vont te rendre un bon entraîneur. Un entraîneur, c'est quand il va former les athlètes pour préparer, pour arriver à un niveau qui peut présenter la nation. Salam alaikum barakatuh, wa yatikum saha pour tout. Inch'Allah, je vous comme prêt, Inch'Allah. Inch'Allah, il y aura de nouveautés avec notre équipe Stési aussi à Algérie. Ils sont en train de faire un très bon job. Inch'Allah, ils vont développer beaucoup de notre projet. Il y aura beaucoup d'entraîneurs qui vont travailler avec la technologie pour essayer de former les athlètes. Salam alaikum barakatuh. Moi, je vous comprends, Inch'Allah. Inch'Allah, à la prochaine.